Ils ont braqué plus de 30 banques à Paris déguisées en policiers et se sont volatilisés avec des millions. Pas d'alarme, pas d'empreinte, juste des perruques, des armes et un timing parfait. Voici comment le gang des postiches a trompé toute la France. Au cœur du Paris des années 1980, une ville suspendue entre élégance bourgeoise et rébellion souterraine, un syndicat criminel opérait dans l'ombre, réécrivant les règles du braquage de banque. Connu sous le nom de gang des postiches, ce groupe de criminels élégants et intelligents a orchestré plus de 30 braquages audacieux dans toute la France, visant les établissements bancaires les plus riches de la capitale, avec une précision chirurgicale. Ce qui les distinguait n'était pas seulement le montant des sommes dérobées, souvent des dizaines de millions de francs, mais surtout leur méthode unique. Déguisés avec des perruques élaborées, de fausses moustaches et souvent vêtus en policiers français, les postiches opéraient avec panache, froideur et raffinement, stupéfiant les forces de l'ordre et fascinant l'opinion publique. Aujourd'hui encore, plusieurs décennies plus tard, leur saga reste l'une des plus mystérieuses et légendaires affaires criminelles de l'histoire française. Les origines du gang des postiches remontent aux profondeurs de l'après-guerre parisien, où le crime organisé évoluait, passant des bandes de rue brutales à des syndicats sophistiqués. C'est dans cet environnement trouble qu'un groupe d'ex-taulards, de petits braqueurs et de penseurs radicaux se regroupa autour d'une idée commune: défier le système non par la violence brute, mais par la ruse et l'intelligence. Membre clé du gang, Bruno Sulac, le cerveau du gang. Ancien légionnaire, polyglotte, stratège hors pair. Souvent comparé à un Robin des Bois moderne, Sulac orchestrait les braquages avec une rigueur militaire. André Belaïch, le cofondateur charismatique et rusé, bien implanté dans le milieu de Montreuil. L'un des rares survivants, devenu auteur après sa libération. Christophe Kider, un élément plus jeune et plus violent, connu plus tard pour ses évasions spectaculaires et prises d'otages. Daniel Le Serre, alias Monsieur Propre, planificateur minutieux, garant de la discipline interne du groupe. Contrairement à d'autres bandes criminelles de l'époque, les postiches n'étaient pas unis par le sang, l'origine ou une idéologie. Étaient liés par une éthique professionnelle, le secret absolu et une ambition commune. Le gang a frappé à une époque où la France n'était pas préparée à un crime organisé aussi méthodique. Le système bancaire français reposait encore largement sur des procédures manuelles et des documents papier. Les dispositifs de sécurité étaient obsolètes, les vigiles peu formés et les délais d'intervention policière prévisibles. Par ailleurs, les grandes fortunes parisiennes stockaient de vastes sommes en liquide, des bijoux, de l'or et des documents sensibles dans des coffres privés souvent remplis de biens non déclarés ou illégaux, ce qui dissuadait les victimes de signaler leurs pertes. Cela permettait aux postiches de disparaître sans laisser de traces, laissant les forces de l'ordre désarmées et les médias obsédés. Le modus operandi des postiches. Comment ils ont braqué plus de 30 banques? 1. Déguisement et tromperie. Leur signature. L'usage théâtral de déguisements, perruques, fausses barbes, souvent en se faisant passer pour des policiers ou des agents d'entretien. Ces apparences leur donnaient une autorité immédiate, leur permettant d'entrer dans les zones sécurisées sans éveiller de soupçons. Certains membres utilisaient de véritables uniformes de police volés ou reproduits à la perfection, avec radio, insignes et badge d'identité. Grâce à une manipulation psychologique maîtrisée, ils pouvaient imposer leur présence sans résistance. Vérification d'identité, inspection fictive, ton autoritaire. 2. Maîtrise sans violence gratuite. Une fois à l'intérieur, l'équipe neutralisait rapidement le personnel et les clients, souvent sans tirer un seul coup de feu. Leur approche était plus militaire qu'agressive. Les otages étaient bâillonnés, menottés avec des liens en plastique, rassemblés à l'arrière, souvent rassurés qu'aucun mal ne leur serait fait s'ils obéissaient. Dans certains cas, les postiches kidnappaient le directeur de la banque la veille, maintenant sa famille en otage, pour garantir l'ouverture du coffre
le lendemain matin. 3. L'objectif, réel. Le coffre et les coffrets. Le gang ne s'intéressait pas aux caisses des guichets. Leur obsession. Le coffre principal et surtout les coffres forts individuels. Riches en argent noir, bijoux, bons au porteur, passeports, or et autres biens introuvables. Comme ces biens n'étaient souvent pas déclarés, les propriétaires hésitaient à déposer plainte, une zone grise juridique que le gang exploitait avec brio. 4. Fuite parfaite et plans souterrains. Leur fuite était toujours préparée des semaines à l'avance. Tunnels souterrains, toits aménagés, voitures banalisées, ruelles dégagées. Jamais 2 fois le même chemin. Parfois, ils laissaient de fausses pistes derrière eux. Perruques abandonnées, faux indices, documents falsifiés, semant la confusion dans les rangs de la police. Braquage célèbre. Les opérations qui ont ébranlé la France, entre 1981 et 1986, le gang des postiches a réalisé plus de 30 braquages, essentiellement à Paris intramuros, volant l'équivalent moderne de plus de 40 millions d'euros. BNP, boulevard Haussmann, 1984. Déguisés en brigade antiterroriste, les braqueurs pénétrèrent dans la banque sous prétexte d'une alerte à la bombe. Une fois les portes verrouillées, ils vidèrent plus de 300 coffres, emportant de l'or, du liquide, des diamants et des documents confidentiels, dont certains ne furent jamais déclarés manquants. SIC, avenue de Wagram, 1985. L'un de leurs coups les plus risqués. Une fausse voiture de police à l'entrée, des agents en uniforme impeccable. Le braquage fut rapide, silencieux, et les bandes de vidéosurveillance disparurent mystérieusement après l'opération. Le tournant. L'arrestation et la mort de Bruno Sulac. Début 1985, les autorités obtiennent enfin une percée. Bruno Sulac est arrêté lors d'un banal contrôle routier après des mois de surveillance. Incarcéré à la prison de Fresnes, il devient une figure médiatique, séduisant, cultivé, respecté même par ses geôliers. Mais Sulac préparait déjà une évasion spectaculaire. Il fit entrer des explosifs et du matériel avec l'aide d'alliés extérieurs. En mars 1985, il tente sa fuite, mais l'opération échoue. Abattu d'une balle dans la tête, il succombe à ses blessures. Sa mort fut un coup psychologique fatal pour le gang. Sans son cerveau, les opérations perdirent en efficacité et en cohérence. L'effondrement. Fusillade rue du Docteur Blanche, 1986. Le 14 janvier 1986, la police parisienne assiège une planque du gang, située rue du Docteur Blanche, dans le 6e arrondissement. Ce qui s'ensuit est une fusillade d'une rare violence. Le commandant Jean-Yves Adam est tué, plusieurs policiers blessés, et un membre du gang abattu sur place. Les autres sont arrêtés ou prennent la fuite. Dans les mois qui suivent, la quasi-totalité du réseau est neutralisée, arrêtée ou exécutée. Certains tentent de fuir en Amérique du Sud, d'autres disparaissent à jamais. Conséquences. Procès, évasion, et mi-durable, quelques destins marquants. André Belaïch purge sa peine, sort et publie un livre semi-fictif sur sa vie dans le gang. Christophe Kider s'évade plusieurs fois, prend des otages, est recapturé et devient l'un des criminels les plus dangereux de France. Des dizaines de millions volés restent introuvables, peuvent être enterrés, blanchis ou expédiés à l'étranger. Certains enquêteurs avancent que des personnalités politiques ou des agents secrets étrangers pourraient avoir bénéficié de la logistique du gang. Héritage. Gentlemen's braqueurs ou terroristes urbains. Pour certains, les postiches sont les derniers voleurs d'élégance intelligents, bien habillés, en guerre contre l'ordre établi. Pour d'autres, ils sont de dangereux criminels qui ont corrompu les institutions, menacé des innocents et tué sans scrupule quand piégés. Dans la culture populaire, films, livres et documentaires ont été inspirés par leur parcours, notamment la série Le Gang des Postiches
ou des podcasts criminels français, leur histoire est étudiée dans les écoles de police comme cas d'école sur le crime organisé, les tactiques de déguisement et le profil psychologique du braqueur stratégique. Question sans réponse. Où sont passés les millions disparus? Y avait-il des complices haut placés? Le réseau postiche s'étendait-il bien au-delà de Paris? Masque, maître du crime et illusion parfaite. Le gang des postiches n'était pas une simple bande de braqueurs. Ils étaient des architectes de l'illusion, des stratèges de l'ombre, exploitant la lenteur administrative, la routine urbaine et la psychologie humaine. Ils ont mené leurs opérations comme des missions militaires, ont utilisé la violence avec parcimonie et le silence comme arme principale. Dans une ville d'art et de lumière, ils ont laissé une empreinte sombre, indélébile. Aujourd'hui encore, leur légende flotte sur Paris, comme le spectre d'un crime parfait jamais totalement résolu.